La guerre en Ukraine a mis en exergue certains points faibles de l'Union européenne. La plus évidente, c'est sa dépendance au gaz russe. Non seulement ce manque de souveraineté énergétique a de graves répercussions socio-économiques, mais en plus il pénalise la transition énergétique. Dans cet épisode, on va essayer de décrypter plus en profondeur les dommages collatéraux de cette invasion avec Maxence Cordiez, ingénieur et auteur du livre Énergie chez Tana Éditions. Vous écoutez Échange climatique épisode 26, l'Union européenne face à la crise énergétique. Bonjour Maxence Cordiez. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je suis ingénieur, chimiste à l'origine, spécialisé en cycle du combustible nucléaire. Alors en début de carrière, j'ai fait un petit peu de physique nucléaire, de la neutronique et de la thermohydraulique. Assez rapidement, je suis passé sur des relations internationales. J'ai travaillé de 2016 à 2018 à l'ambassade de France à Londres au service nucléaire. Et depuis, je suis revenu en France. Maintenant, je travaille pour le CEA, qui est un organisme de recherche publique spécialisé dans les énergies bas carbone, mais qui fait aussi pas mal de recherche fondamentale, de recherche technologique, etc. Et depuis 2017, j'ai une activité personnelle de vulgarisation, pédagogie sur les questions énergétiques et climatiques, sur les réseaux sociaux, via des cours en université, des conférences et un livre que j'ai sorti récemment qui s'appelle Énergie chez Tana Éditions. Dans cette interview, je voudrais qu'on parle de la dimension énergétique qui est très présente dans la guerre en Ukraine et ses dommages collatéraux sur les pays membres. Pour commencer, je voudrais qu'on pose le contexte. Si la guerre a autant de conséquences sur les gouvernements et les citoyens européens, c'est parce qu'avant la guerre, et toujours un peu aujourd'hui, l'Union européenne et la Russie étaient étroitement liées par le commerce de ressources fossiles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la nature de ces liens ? Quelles ressources va vers quel pays ? Et si vous pouvez aussi faire un petit focus pour la France. Alors c'est très simple, la Russie c'est le premier fournisseur d'hydrocarbures en général de l'Union européenne, donc le premier fournisseur de gaz, de pétrole et de charbon. Alors tous les pays européens ne sont pas également dépendants de la Russie, il y a une composante géographique aussi là-dedans. Surtout sur le gaz. Le gaz arrive essentiellement par des gazoducs qui sont des tuyaux, donc ça veut dire que les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est sont plus dépendants de la Russie que les pays d'Europe de l'Ouest. Donc par exemple en France, la Russie compte pour entre 17 et 20% de l'approvisionnement en gaz, tandis qu'un pays comme l'Allemagne, ça monte jusqu'à une soixantaine de pourcents, et pour certains pays d'Europe centrale, ça peut aller jusqu'à 100%. Donc, à quoi sert ce gaz, ce charbon et ce pétrole russe ? Ce gaz, on pense souvent à la gazinière, donc à la cuisine, mais c'est pas que ça, j'imagine. Ils servent à tout. Sur le gaz, en fait, au niveau européen, l'usage du gaz peut être réparti en 3 tiers, en gros. Un gros tiers qui sert à chauffer les bâtiments. Donc ça, c'est le premier usage du gaz. Un deuxième tiers qui sert à produire de l'électricité. Alors celui-ci, assez peu en France, mais davantage dans d'autres pays. Et un petit tiers qui sert à l'industrie. Ça peut être une matière première. Par exemple, quand on fabrique de l'engrais, on le fabrique à partir d'ammoniac, qu'on fabrique à partir d'hydrogène. Et l'hydrogène, actuellement, on le fabrique essentiellement à partir de gaz. Mais ça peut aussi être une source de chaleur. Par exemple, dans l'industrie du verre, pour faire fondre le verre, on utilise du gaz. Donc dans beaucoup d'industries, en fait, on utilise du gaz. Le charbon, lui, sert essentiellement à produire de l'électricité, et le pétrole sert essentiellement dans les transports et dans la chimie en tant que matière première. Donc le pétrole, c'est ce qui est à l'origine de tous les plastiques, les polymères, beaucoup de molécules pour la chimie, la pharmacie, la cosmétique, etc. La crise énergétique a commencé avant la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine n'a fait que l'amplifier, mais du coup c'est un petit peu difficile de discerner ce qui touche notre quotidien aujourd'hui et qui est lié à la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez des éclaircissements sur ce point-là ? Alors peut-être avant de répondre à ça, rappeler un peu le contexte, parce que tu dis effectivement que la crise a commencé avant. En fait, l'Europe est en déclin sur ses extractions de pétrole, gaz et charbon depuis une vingtaine d'années, enfin surtout pétrole et gaz, ce qui l'oblige à importer davantage d'hydrocarbures. Ce qu'on n'extrait pas chez nous, si on a une consommation constante, il faut l'importer d'ailleurs. Et donc, en matière de gaz, ça nous a rendus de plus en plus dépendants de la Russie, qui est le pays proche qui a le plus de capacité d'augmentation d'exportation vis-à-vis vers l'Europe, et de GNL. Le GNL, c'est l'autre moyen de transporter du gaz à côté des gazoducs. C'est le gaz naturel liquéfié qu'on peut transporter par navire. Ça permet d'acheter du gaz depuis des pays qui sont plus lointains, mais ça veut dire aussi que ce gaz-là peut être soumis à une compétition de la part des acheteurs. Et la crise actuelle, en fait, survient du fait
Donc, c'est un peu l'aboutissement de ce déséquilibre. On est de plus en plus dépendant de la Russie. Et là, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la Russie a instrumentalisé le levier du gaz pour faire pression sur l'Europe, pour empêcher l'Europe de trop réagir face à la guerre en Ukraine. Alors, pour répondre plus directement à ta question sur les impacts, en France, on n'est peut-être pas le pays qui les sentons le plus parce qu'on est relativement protégé, au moins pour les consommateurs particuliers qui sont soumis aux tarifs réglementés, par les tarifs réglementés qui ont été gelés par le gouvernement pour l'électricité et le gaz. Mais dans pas mal de pays européens, le prix du gaz, là, actuellement, a été multiplié par 10 par rapport à il y a 2 ans. Et pour les consommateurs qui ne bénéficient pas de tarifs réglementés, ils subissent vraiment cette hausse. Et donc, ce sont des augmentations qui peuvent être de plus d'1 millier d'euros par an pour certains foyers en Europe, à la fois sur le gaz, sur l'électricité. Donc, une grosse augmentation de la précarité énergétique, des faillites industrielles aussi, parce que de l'énergie qui coûte plus cher, ça veut dire des entreprises qui font moins de marge, donc qui mettent aussi la clé sous la porte, notamment des entreprises qui produisent des matériaux, qui produisent des engrais, du papier, etc. Et après, ce sont plein de conséquences en chaîne. Par exemple, moins de production d'engrais, ça veut dire des engrais qui coûtent plus cher, donc des céréales qui coûtent plus cher, donc des crises alimentaires, pas forcément en Europe, mais de par le monde. Donc à terme, ce sera aussi une dégradation du contexte sécuritaire, avec une augmentation des coups d'État, actes terroristes, etc. Donc en fait, c'est vraiment un bouleversement assez général avec plus de misère sociale, plus de chômage, plus de précarité énergétique, un déclassement industriel qui est déjà à l'œuvre et qui est à attendre dans les prochains mois et années si la situation perdure. Je voudrais qu'on prenne le cas de l'Allemagne parce qu'il est très intéressant. Aujourd'hui, au gouvernement allemand, on parle de propositions qui étaient inimaginables il y a quelques mois. Notamment la prolongation de 3 réacteurs nucléaires. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la réaction de notre voisin allemand qui, on le sait, n'est pas forcément en pourcentage le plus dépendant du gaz russe, mais qui est le plus dépendant en absolu? Oui, parce que l'Allemagne n'est peut-être pas dépendante à 100% du gaz russe, mais ça reste un grand pays industriel, fortement peuplé, 83 millions d'habitants, donc ils ont des besoins très importants d'énergie. En fait, la politique allemande, la politique énergétique allemande, l'Energiewende 2, visait en priorité à sortir du nucléaire. Après, quand l'urgence climatique a commencé à prendre de la place dans le débat public, ils ont ajouté la sortie du charbon, mais les plans de sortie du charbon restaient quand même assez flous. L'idée, c'était de sortir du nucléaire en priorité, de réduire la part du charbon et de s'appuyer davantage sur les renouvelables et sur du gaz fossile. Là, les plans sont complètement bouleversés parce que on se rend compte que le gaz fossile, finalement, au-delà du fait que c'était pas compatible avec les objectifs climatiques, mais bon, ça, on refusait un petit peu de le voir avant, on se rend compte que c'est pas une source d'énergie sur laquelle on va pouvoir s'appuyer durablement du fait des dépendances de l'Europe. Et ça oblige l'Allemagne à remettre un certain nombre de choses en question. Donc là, pour l'instant, l'Allemagne a décidé de prolonger des centrales à charbon. Elle devait arrêter 14 gigawatts de centrales à charbon d'ici 2023. 14 gigawatts, c'est à peu près un quart du parc nucléaire français. Donc c'est beaucoup. Finalement, elle va les maintenir ouvertes. Officiellement, temporairement, personnellement, j'ai tendance à penser que ce sera un temporaire qui risque de durer. Et au-delà de ça, la situation est tellement critique à l'heure actuelle. L'Allemagne s'apprête à demander des énormes efforts à sa population en termes de chauffage, en termes d'industrie pour réussir à passer l'hiver, parce que l'Allemagne est beaucoup plus dépendante du gaz et du gaz russe. Que fermer des réacteurs nucléaires, les derniers qui lui restent dans ce contexte-là, apparaît de plus en plus difficile à justifier auprès de la population. Après, c'est un sujet qui commence à émerger dans le débat public en Allemagne, c'est pas encore acté. C'est-à-dire que le gouvernement qui a lancé la sortie du nucléaire, c'était un gouvernement composé des socialistes et des Verts, sous Gerhard Schröder, qui, soit dit en passant, est passé 2 mois après chez Gazprom, le gazier russe. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est de nouveau socialiste et vert, donc ça va être particulièrement difficile politiquement pour eux de revenir sur une politique qu'ils ont eux-mêmes, alors pas eux-mêmes en tant que personne, mais eux-mêmes en tant que parti, initiée il y a une 20aine d'années. Donc, tu viens de le dire, il y a une vraie hétérogénéité au sein des pays de l'UE par rapport à la dépendance au gaz russe. Et en fait, ce
ce manque de liant entre les pays, ça a toujours été un petit peu le problème de l'Union européenne quand il s'agit de se mettre d'accord à 27. Aujourd'hui, c'est une arme pour Poutine, c'est discorde. Oui, et il compte dessus. Par exemple, le fait que la Hongrie soit souvent opposée à l'Europe là-dessus, par exemple sur les sanctions sur le pétrole, ça sert Poutine parce que moins l'Europe sera unie, plus elle sera faible et moins elle pourra agir de façon volontariste vis-à-vis de la Russie. Après, on voit effectivement certaines dissensions en Europe, on voit aussi quand même malgré tout une solidarité qui se met en place, une coordination. Alors, qui a mis le temps, on peut regretter le fait que ça n'ait pas été plus rapide. La guerre a été déclenchée fin février. C'est vraiment maintenant que ça commence à bouger. Mais là, on commence à voir des politiques qui aboutissent, notamment des mécanismes de solidarité pour faire face à l'hiver et réduire de façon coordonnée la consommation de gaz en Europe, même dans les pays qui dépendent moins du gaz russe, mais pour pouvoir aider les autres pays. Et pourquoi ça a pris autant de temps? La guerre, elle a été déclarée maintenant il y a 5 mois, quasiment tout pile. Pourquoi ça a mis autant de temps? Est-ce que l'Union européenne espérait un petit peu que le conflit se termine avant l'hiver ou... Je pense que tu réponds en fait à la question dans la question. Certains pays, et là je pense notamment à l'Allemagne, ne voulaient pas croire au départ ce qui leur arrivait et se disaient bon finalement il suffit de serrer les fesses, on va attendre un peu, la guerre ne va pas durer, la Russie géographiquement va rester un voisin, donc on attend quelques mois le temps que ça se passe et puis on continue à faire des affaires, ce qu'on a fait d'ailleurs après l'invasion de la Crimée en 2014, c'est-à-dire que quand la Russie a envahi la Crimée, tout le monde a condamné ça et puis après on a continué à faire des affaires avec la Russie, et donc là je pense qu'un certain nombre de pays comme l'Allemagne espéraient que ce soit ça qui se passe et en fait on voit que le conflit s'enlise, s'aggrave, que la Russie adopte une position de plus en plus radicale, réduit les approvisionnements en gaz, et donc ça appelle les pays européens à la réalité. Maintenant il faut reconnaître qu'il y a un problème, on a suffisamment tergiversé, suffisamment perdu de temps, et là il devient urgent d'agir. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu cette lucidité plus tôt, parce que ça nous aurait donné davantage de leviers pour préparer l'hiver et puis voilà, pour avoir la marge, réduire notre demande plus tôt. Et aussi pour sortir un petit peu plus un peu plus grand de cette histoire, parce qu'au final il y a une série de sanctions. On a l'impression que ça a moins fait de mal à la Russie que la Russie a fait de mal à l'Union européenne en coupant le gaz. Oui, parce qu'en fait on a sanctionné ce qui ne posait pas vraiment de problème pour nous. En fait, il y a 3 choses qu'on pouvait sanctionner en matière d'hydrocarbures, c'est le charbon, le pétrole et le gaz. Le charbon, la Russie, c'est le premier fournisseur de l'Union européenne, mais bon, en valeur, on n'en apporte pas énormément. De mémoire, c'est quelques milliards, c'est pas énorme, mais surtout, on peut l'acheter ailleurs. Alors, il faut le temps de signer les contrats, trouver des nouveaux fournisseurs, mais c'est pas un marché qui est forcément très tendu. Ça présente pas un enjeu stratégique ni pour la Russie ni pour nous. Pour le pétrole, c'est un marché qui est bien mondialisé. C'est-à-dire que ce qu'on n'achètera pas à la Russie pourra le vendre à d'autres pays, c'est ce qu'elle fait déjà. L'Inde, la Chine ont augmenté leurs importations de pétrole russe, bradé en plus, donc ça leur coûte moins cher. La Chine et l'Inde font une bonne affaire. Même un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est le deuxième producteur de pétrole au monde, importe du pétrole russe, brûle du pétrole russe dans ses centrales électriques, ce qui lui permet d'économiser du pétrole saoudien qu'il vend à l'étranger. Donc en fait, l'Arabie Saoudite achète du pétrole russe sous sanction, bradé, pas cher, qu'elle utilise chez elle, pour pouvoir vendre davantage de son pétrole dont sinon elle aurait consommé une petite partie chez elle, et ce qui lui permet en plus de faire une marge. Et il y a une petite ironie sur ce point-là, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils se mettent à vendre le pétrole russe aux Américains. Ouais, alors il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'une fois que du pétrole a été raffiné, que c'était transformé en diesel, en essence, etc., c'est difficile de le tracer. En plus, il peut être mélangé. Donc, in fine, les États-Unis ou l'Europe peuvent réimporter une partie de dérivés pétroliers russes sous sanction. Et donc, l'Union européenne, de son côté, elle peut aussi se fournir auprès de nouveaux fournisseurs. En fait, c'est vraiment dans le pétrole, on peut avoir une reconfiguration du marché assez rapide qui est en train de se jouer.
Pour le gaz, c'est plus compliqué. Le gaz, c'est une énergie davantage régionalisée qui s'échange essentiellement par gazoduc, par tuyau. Et donc, si on en coupe les échanges entre l'Europe et la Russie, ça veut dire que l'Europe ne pourra pas remplacer l'essentiel du gaz qu'elle achetait auprès de la Russie. Et en même temps, la Russie ne pourra pas vendre l'essentiel du gaz qu'elle vendait à l'Europe à d'autres clients parce qu'il n'y a pas les gazoducs, elle n'a pas suffisamment de terminaux méthaniers, etc. Donc si on avait voulu mettre des sanctions qui affectent vraiment la Russie, il aurait fallu sanctionner le gaz. Mais on le voit à l'heure actuelle avec la Russie qui réduit ses livraisons de gaz à l'Europe, ça affecte aussi fortement l'Europe. Et d'ailleurs, toute l'ironie de cette histoire, c'est que là, actuellement, la Russie nous livre à peu près 30% du gaz qu'elle nous livrait avant la crise. Mais le prix du gaz a fait x10. Donc, en fait, la Russie ne perd pas d'argent. Elle nous vend moins de gaz, mais elle le vend beaucoup plus cher. Donc, sur le gaz, actuellement, c'est vraiment l'Europe qui pâtit de la situation. Néanmoins, est-ce qu'on peut quand même penser que la Russie aussi doit en pâtir? J'imagine que ce gaz, il n'est pas forcément facilement stockable. Des gazoducs vers la Chine ou l'Inde, ça ne se construit pas en un jour. Ce n'est pas le cas non plus des méthaniers, c'est comme ça qu'on les appelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des puits chez eux qui vont devoir être fermés, ou qui vont être sous-utilisés, que ça va avoir une vraie conséquence sur leur exploitation fossile? Ça aura une conséquence sur l'exploitation fossile. Alors après, là, je m'éloigne un petit peu de mon domaine d'expertise. Je ne suis pas ingénieur dans le secteur pétrolier ni gazier. Donc, je ne sais pas exactement comment réagissent les puits quand on réduit fortement leur production, voire qu'on les arrête. Après, effectivement, la Russie n'a pas non plus intérêt à couper complètement les livraisons de gaz à l'Europe. Oui, parce que c'est ça la question en fait sous-jacente. On parle beaucoup ces derniers jours. Est-ce que il y avait cette maintenance sur Nord Stream 1 Est-ce qu'ils allaient rouvrir les vannes? Donc finalement ils les ont rouverts. Maintenant il y a une turbine qui marche pas. Peut-être vous pouvez nous rappeler les dernières histoires de cette épopée. Mais en gros, est-ce qu'ils peuvent tout simplement se dire ok, moi c'est bon, je livre plus la Russie? Est-ce que ça c'est possible? Je livre plus l'Union européenne, bien sûr. C'est possible. Après, la question c'est est-ce qu'ils y ont intérêt? En fait, dans la situation actuelle, la Russie met déjà l'Europe sous pression tout en continuant à avoir une manne financière gigantesque du fait du peu de gaz qu'elle nous vend à prix d'or. Donc elle a quand même intérêt à continuer à nous en vendre un peu. Après, elle peut tout à fait décider, si la situation se tend, de cesser de nous en vendre. La Pologne et la Bulgarie ont eu le gaz coupé déjà en avril, il y a quelques mois. Comment ça se passe aujourd'hui pour ces pays qui sont vus avoir le gaz coupé il y a déjà 3 mois? Pour la Pologne, ça a anticipé un petit peu de toute façon, la Pologne a toujours été très méfiante vis-à-vis de la Russie. C'est l'une des raisons, pas la seule, pour laquelle la Pologne est aussi dépendante du charbon. Alors, il y a aussi la question des emplois, mais la Pologne ne voulait pas remplacer son charbon par du gaz qui venait de Russie, et géographiquement, si elle se mettait au gaz, ça devait venir de la Russie. Donc, elle avait quelques contrats avec la Russie, mais de toute façon, elle prévoyait d'y mettre fin à la fin de l'année. Donc, quand la Russie a demandé à ce que les pays payent en roubles leur contrat, la Pologne a refusé, mais ça n'a fait qu'anticiper une situation qui était déjà prévue. Pour la Bulgarie, ça a été plus compliqué. Quelles sont les pistes pour nous, Européens, pour nous, Français, pour remplacer, surtout pour ceux qui en sont le plus dépendants, pour remplacer tout ce gaz qui va manquer à l'appel, tout ce pétrole aussi, et bien sûr un peu de charbon, mais comme tu l'as dit, c'était pas le plus important. Il y a 2 sujets à traiter séparément. Le pétrole et le gaz sont 2 sujets très différents. Le pétrole, en fait, là, on a un problème mondial là-dessus, c'est-à-dire que on ne trouve quasiment plus rien depuis des années. Les investissements dans l'amont sont relativement moyens, et leur rendement en termes de découverte, leur conversion en termes de découverte est assez faible. Donc, en fait, on ne découvre rien quasiment, et on s'attend à un choc pétrolier majeur au niveau mondial dans les prochaines années. Alors, qui peut être limité si le monde entre en récession, ce qui semble être le cas, ce qui peut aussi limiter la demande de pétrole. Mais en tout cas, côté offre, on a un problème. Et donc, ça, c'est pas un problème spécifiquement européen. Côté gaz... Sur le pétrole, est-ce que, par exemple, on pourrait... les Américains, par exemple, pourraient se réconcilier avec l'Iran, avec le Venezuela, qui se dit avoir les plus grandes réserves mondiales? Alors oui, il peut y avoir évidemment ça peut jouer sur la géopolitique, ça peut accélérer les négociations sur le JCPOA, le traité nucléaire avec
avec l'Iran. Après, le Venezuela, il faut quand même modérer les déclarations des premières réserves du monde du Venezuela. Ce sont des pétroles ultra lourds, ce sont des pétroles qui sont quand même assez spécifiques. Ça présente pas le même intérêt, par exemple, que les pétroles qu'on voit au Moyen-Orient. Donc, à l'heure actuelle, il paraît quand même assez improbable que le Venezuela devienne un producteur majeur de pétrole. Même s'il est un petit peu plus compliqué d'aller extraire des sables bitumineux au Canada, c'est quand même beaucoup plus confortable pour une industrie d'être au Canada, dans un pays démocratique, avec une industrie performante, un droit solide. Une expérience aussi. Voilà, qu'être dans une dictature où tout peut changer d'une année sur l'autre. Mais effectivement, oui, sur un certain nombre de pays, notamment l'Iran, des choses peuvent bouger. Après, concernant le gaz au niveau européen, il y a plusieurs échelles de temps. À court terme, c'est-à-dire 1-2 ans, on a un nombre de leviers qui est très limité. On ne va pas construire des centrales nucléaires en 1 ou 2 ans, on ne va pas pouvoir construire beaucoup d'énergie renouvelable. Donc en fait, à cette échelle de temps, les seuls leviers qu'on va avoir à notre disposition, ça va être essayer de trouver d'autres fournisseurs, même s'il va falloir payer cher. Donc ça va être du GNL qu'on va essayer de récupérer à droite à gauche en compétition avec la Chine. Donc ça va être compliqué, ça ne couvrira évidemment pas les 150 milliards de mètres cubes que la Russie nous fournit tous les ans. La Russie, c'est 40% de la fourniture de gaz de l'Union européenne. Au-delà de ça, il va falloir faire des grosses économies d'énergie. Dans tous les secteurs, l'industrie, les bâtiments tertiaires, les bureaux, etc., et les particuliers. Donc là, il y a des gros efforts de pédagogie à faire pour expliquer la gravité de la situation à la population, expliquer les gestes qui peuvent être faits sur le chauffage, sur la climatisation. Donc appeler à des économies volontaires pour les particuliers, parce qu'on ne pourra pas de toute façon aller contrôler ce que les gens font chez eux. Par contre, sur les bâtiments professionnels, bureaux, grandes surfaces, bâtiments commerciaux, etc., là, on peut passer à des mesures réglementaires, c'est-à-dire obliger ces bâtiments-là à ne pas chauffer au-delà, par exemple, de 19 degrés l'hiver et ne pas climatiser en dessous de 26 degrés l'été. Et ça, dans un papier, dans une communication récemment parue, la Commission européenne rappelle que c'est plus facile de réglementer les usages dans les bâtiments professionnels que privés. Et c'est pas déjà fait ? Il n'y a pas déjà une loi sur ça ? Alors, officiellement, en France, par exemple, on n'a pas le droit de chauffer au-delà de 19 degrés, mais c'est une loi qui n'a jamais été appliquée. Donc là, le Premier ministre Jean Castex, avant de partir, donc en avril, avait signé une circulaire appelant tous les bâtiments publics, rappelant la loi à tous les bâtiments publics, donc pas chauffer au-delà de 19 degrés, pas climatiser en dessous de 26, ne pas avoir de chauffage d'appoint dans les bureaux, etc. Elisabeth Borne vient de republier une circulaire rappelant la circulaire Castex et rajoutant quelques éléments. Donc il y a vraiment ce rappel qui est fait pour les bâtiments publics. Par contre, il va aussi falloir s'intéresser aux bâtiments tertiaires. Et si on veut inciter la population, les particuliers à faire des efforts, il faut aussi qu'ils aient l'impression, qu'ils sentent que c'est une démarche de l'ensemble de la société. Les gens n'accepteront pas de faire des efforts s'ils voient des panneaux publicitaires à écran, des frigos sans porte dans les magasins, des magasins dont les portes ne sont pas... sans porte alors qu'ils sont climatisés ou chauffés. Donc, il va falloir réglementer tout ça et faire appliquer aussi les réglementations. Typiquement, il est interdit maintenant d'avoir des terrasses chauffées en France. Et pourtant, alors que l'interdiction était déjà en vigueur, à Paris, on avait encore des terrasses chauffées. Donc, il y a vraiment un gros travail réglementaire, un travail pédagogique, un travail de respect des réglementations, des travails aussi d'aide à la population pour économiser l'énergie. Donc, on peut mettre tout un tas de choses en place, du télétravail, des choses comme ça. Donc à court terme, ça va être ça. À moyen terme, on va aussi pouvoir travailler sur l'efficacité, donc accélérer l'isolation des bâtiments, le changement des modes de chauffage, des choses comme ça, développer aussi les renouvelables, accélérer le développement des renouvelables et pas que l'éolien et le solaire, qui ont évidemment un rôle à jouer, mais aussi le biogaz, les pompes à chaleur, etc., le solaire thermique. Et à un petit peu plus long terme, on va dire à l'horizon de la dizaine d'années et plus, continuer le développement des renouvelables, relancer un programme nucléaire, donc construire de nouveaux réacteurs nucléaires, continuer les économies d'énergie, continuer les travaux d'efficacité énergétique et aussi
flexibiliser la consommation d'énergie, parce que si les gens apprennent à consommer à certains moments plutôt qu'à d'autres, ça peut permettre aussi de mieux utiliser les énergies bas carbone quand elles sont disponibles, ce qui permet aussi d'économiser des énergies fossiles à d'autres moments. Peu après le début du conflit, Ursula von der Leyen a annoncé comme objectif de se débarrasser complètement des importations de ressources fossiles de la Russie d'ici à 2027. On a bien compris que le gaz qui venait par bateau, qu'il fallait liquéfier puis regazéifier, était plus cher que celui qui transitait par gazoduc. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'électricité pas chère en Europe ? Je pense que on peut effectivement dire que c'est la fin de l'énergie pas chère en Europe. En fait, là, on a eu un marché du gaz qui était le gaz qui était très peu cher dans la décennie passée, dans un marché qui était bien alimenté, notamment du fait du boom du gaz de schiste américain. Aujourd'hui, la situation se tend. Pas que sur le gaz, mais comme on l'a vu tout à l'heure aussi sur le pétrole. Et ça, il faut l'acter dès à présent. Et la mauvaise conclusion à tirer de cette crise-là serait de se dire il faut essayer de remplacer le plus possible le gaz russe par du gaz qui vient d'ailleurs. En fait, cette crise doit nous rappeler l'urgence de décarboner nos sociétés, de sortir des combustibles fossiles. Sortir des combustibles fossiles, c'est bon à la fois pour le climat et pour notre indépendance énergétique et la préservation des services rendus par les combustibles fossiles. C'est-à-dire que si on en sort de façon volontaire en réorganisant nos sociétés, en adoptant des équipements qui sont moins consommateurs, on va pouvoir préserver un certain nombre de services, tandis que si on attend de subir la contraction, l'économie va se faire via de la pauvreté. Et donc là, tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est de vraiment se mettre à la transition énergétique, c'est-à-dire décarboner nos sociétés, remettre sur la table la priorité de sortir des combustibles fossiles. Beaucoup de pays en Europe se sont perdus ces dernières années dans des considérations qui étaient complètement hors sujet. En France, la transition énergétique ces dernières années, quand je dis ces dernières années, c'est même ces 10-15 dernières années, visait à réduire la part du nucléaire pour développer les renouvelables. Mais ça, c'est pas le but. Le but, c'est de réduire réduire les combustibles fossiles. Le nucléaire, les renouvelables, l'efficacité énergétique, etc. sont des moyens de réduire les combustibles fossiles. Et ce qui est vraiment important à retenir, c'est que le but, c'est de sortir des combustibles fossiles par tous les moyens possibles. Donc l'objectif, il est très ambitieux, celui de sortir, donc je rappelle, des ressources fossiles en 2027. Est-ce qu'il est tenable quand on a vu par exemple la crise des gilets jaunes pour un prix de l'essence qui est aujourd'hui dérisoire par rapport à celui qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il est tenable socialement ? L'objectif, c'est pas de sortir des combustibles fossiles en 2027. L'objectif de la Commission, c'est de sortir des combustibles russes. Ouais. Mais ça va être extrêmement difficile. Et c'est pour ça, justement, je pense qu'il faut être assez fin. En fait, on ne sortira pas des combustibles fossiles uniquement par le marché, c'est-à-dire en augmentant le prix des combustibles fossiles. Il faut réussir à rendre ce sevrage socialement acceptable. C'est-à-dire, pour ne prendre qu'un exemple, si on veut décarboner la mobilité en faisant augmenter le prix du carburant, on n'y arrivera pas parce qu'on va priver les gens les moins aisés de mobilité. On va les empêcher d'aller au travail, notamment les gens qui ne vivent pas dans des grandes villes où il y a des transports en commun. Et donc, on va mettre des gens dans une situation intenable, on va les retrouver sur les ronds-points. Par contre, si on commence à réguler pour interdire la vente de véhicules qui consomment plus de X litres au 100 ou qui émettent plus de X grammes de CO2 par 100 km et qu'on réduit cette limite dans le temps de façon annoncée pour que les industriels aient le temps de planifier leur catalogue, là, on ne prive personne de la mobilité. C'est quand quelqu'un veut aller acheter un véhicule, remplacer son véhicule, il n'a plus le choix, il doit acheter un véhicule qui sera de plus en plus sobre. Et donc, c'est plutôt via cette approche en fait qu'il faut adopter pour la transition, en aidant évidemment le plus possible les foyers les plus modestes pour se passer des combustibles fossiles. Donc par exemple, les aider à abandonner leur chaudière à fioul, en les aidant lourdement pour financer l'isolation des bâtiments et le changement des modes de chauffage. Et en parallèle, il faut expliquer aussi à la population ce qui se passe.
Jusqu'à présent, on ne parlait pas du tout des risques à venir sur l'énergie. À chaque fois qu'on parlait d'énergie, c'était la lutte nucléaire ENR. Maintenant, il faut expliquer aux gens qu'on est à la veille d'un choc pétrolier majeur, qu'il va falloir prendre des mesures qui ne vont pas être faciles. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'embêter les gens. C'est au contraire de gérer cette crise pour pouvoir, encore une fois, préserver le plus possible les services rendus par les combustibles fossiles. Si on équipe toute la population, je dis une bêtise, mais de véhicules qui consomment 2 litres au 100, les gens qui ont des petits salaires seront davantage susceptibles de pouvoir continuer à se déplacer si le prix du pétrole s'envole que si on les a laissés s'équiper avec des voitures qui consomment beaucoup. Et donc, l'enjeu auquel on fait face aujourd'hui, effectivement, ça va demander des efforts à court terme, mais l'enjeu, c'est de préserver à long terme ce qui nous semble vraiment important face à des contraintes à la fois sur les approvisionnements combustibles fossiles et sur le climat, parce que on ne peut pas se permettre de ne pas respecter nos engagements climatiques quand on voit les conséquences déjà à l'heure actuelle du changement climatique. Donc c'est presque des propositions de bon sens que tu fais. C'est bon pour la souveraineté énergétique. C'est vrai que ça le soit. C'est bon, c'est bon pour la transition énergétique. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe au Parlement, on a l'impression qu'on fait tout l'inverse. Le Rassemblement national qui fait voter des lois pour subventionner les chaudières à fioul un peu plus longtemps. Agnès Pannier-Runacher qui avait promis d'alléger l'administratif concernant l'installation d'énergie renouvelable sur le sol français. Ça prend 7 ans pour un parc éolien, ça prend 2 fois moins en Allemagne. Ça c'est plus à l'ordre du jour. La subvention sur le pétrole qui finalement en fait bénéficie à tout le monde et surtout aux plus riches qui consomment, qui ont des voitures plus lourdes et qui conduisent plus dans la journée. En fait, moi j'ai pas encore ce petit truc qui me fait espérer et ce qui me dit qu'on va dans le bon sens, contrairement à ce qu'on voit en Allemagne au gouvernement où il y a des discussions intéressantes. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que vraiment tous les partis sont critiquables. Et pour donner un exemple, dans chaque parti, la NUPES qui voulait réduire et figer le prix du carburant, ça c'est une très mauvaise chose parce que soutenir la demande quand on a un choc d'offres, ça ne peut faire qu'aggraver le problème. En plus, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une mesure indiscriminée, c'est-à-dire qui profite autant à ceux qui ont le plus qu'à ceux qui ont le moins. Donc c'est une mesure qui socialement est inefficace, qui coûte très cher à l'État et qui empêche, ce sont des fonds dont l'État ne disposera pas pour aider les foyers les plus fragiles à sortir des fossiles. Le gouvernement qui a mis donc là, pour le coup, la majorité qui a mis un bouclier tarifaire sur le gaz. Donc, en empêchant le prix du gaz d'augmenter, ça limite l'incitation de la population à réduire sa consommation de gaz. Mieux vaut mettre, par exemple, en place un système de chèque énergie progressif sur condition de revenus qui laisse une incitation à la population à moins consommer. C'est-à-dire que les gens voient leur facture augmenter. Donc, ils ont une incitation à économiser de l'énergie, mais en même temps, on leur donne un chèque énergie qui leur permet de payer leur facture. Mais s'ils sont prêts à faire un effort, dans ce cas-là, ils réduisent leur facture en faisant des économies et ils ont quand même le chèque énergie. Donc, ça permet de maintenir l'incitation à économiser. Les Républicains, en passant maintenant à droite du spectre, qui ont négocié récemment une baisse de 30 centimes des taxes sur le pétrole. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une subvention fossile qui vient aggraver le problème. Et Front National, tu as donné un exemple tout à l'heure. Donc tous les partis sont un peu à côté de la plaque parce qu'en fait, je pense que les politiques ont vraiment une difficulté à voir à long terme et à ne pas vouloir réfléchir de façon quasiment par réflexe aux demandes de court terme de la population. C'est-à-dire, le prix augmente, il faut réussir à le faire baisser tout de suite sans se poser la question de pourquoi est-ce qu'il augmente, qu'est-ce que ça va donner, quels vont être l'impact à moyen long terme des mesures, comment sortir de cette crise par le haut. Mais si tu as mal à la tête parce que tu as un cancer du cerveau et que ta seule priorité, en fait, c'est de faire baisser le mal de tête et que tu prends des antidouleurs, ça ne résout pas ton problème de fond. Et si après tu réussis à ne plus avoir mal et que tu traites pas le problème de fond, il va continuer à s'aggraver. Et sur ces sujets-là qui en plus sont socialement difficiles à faire passer, l'énergie ça touche
très rapidement à l'entièreté de nos modes de vie. Il y a beaucoup de pédagogie à faire sur un sujet que les politiques maîtrisent mal, et donc c'est compliqué à traiter. Ouais, si je peux faire une autre image, j'ai l'impression qu'on est tous des camés devant le Parlement et que les partis, les groupes politiques, c'est à celui qui donnera la plus grosse dose au peuple. Ouais, et puis en plus, jusqu'à très récemment, et c'est encore le cas pour un certain nombre de partis, l'énergie a été vue non pas comme un sujet en tant que tel, mais comme un moyen de s'opposer. C'est-à-dire que, en simplifiant un peu, la gauche est anti-nucléaire pro-éolienne, la droite est anti-éolienne pro-nucléaire. Et puis finalement, peu importe les fossiles, le but c'est juste d'avoir un sujet sur lequel s'opposer, se taper dessus. Et ça ne résout pas du tout le problème. En fait, les questions énergétiques ont quand même une dimension technique, mais les questions énergétiques sont beaucoup plus complexes que ça, beaucoup plus subtiles que ça, et ça peut pas être des débats manichéens. On va pas sortir des fossiles juste avec du solaire ou juste avec du nucléaire. Déjà, il faudra toutes les énergies bas carbone, et même avec les énergies bas carbone, ça a demandé d'énormes efforts à la population. Et je pense que c'est là en fait que le débat politique devrait porter. Quel modèle de société on peut proposer, quels efforts sont acceptables, quels efforts ne le sont pas, ce qui conditionne aussi ce qu'il faut prévoir en termes de production d'électricité, d'énergie, de renouvelables thermiques, etc. à côté. Mais ça, c'est un discours qui est beaucoup moins facile à tenir. Les partis n'ont pas forcément envie de parler aux gens, de faire des efforts. C'est beaucoup plus facile de dire, selon la coloration politique, on va taper sur l'éolien ou taper sur le nucléaire. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des discussions intéressantes qui se passent en ce moment au Parlement allemand. Par contre, ce qui n'est plus tout des conversations et ce qui est bien acté, c'est la réouverture d'un certain nombre de centrales à charbon. Je pense qu'il y en a à peu près 16, si je ne dis pas de bêtises. Au début de la guerre, on aurait pu se dire « Ah tiens, voilà une opportunité pour accélérer la transition énergétique ». 5 mois plus tard, on se dit qu'on fait tout l'inverse en fait. Tout l'inverse, je sais pas. En fait, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a une crise grave sur le gaz, probablement demain sur le pétrole. Et donc, les pays font feu de tout bois dans l'urgence parce qu'ils n'ont pas anticipé. Et donc, ils font avec ce qu'ils ont sous la main, tout en sachant qu'il y a un levier qu'ils ont du mal à activer, qui est celui de demander des économies, de faire des économies à la population. Donc effectivement, ça conduit un certain nombre de pays à rouvrir des centrales à charbon. La France va rouvrir celle de Saint-Avold. L'Autriche, qui a été sortie du charbon en 2020, va rouvrir une centrale. L'Allemagne, qui prévoyait de fermer 14 gigawatts, donc quasiment un quart du parc nucléaire français en 2023, les garde. À côté de ça, on voit aussi maintenant quand même des débats de plus en plus précis sur le besoin d'économiser l'énergie. Donc on peut espérer qu'il y ait des choses qui se fassent à ce niveau-là. Certains pays avaient des politiques de sortie du nucléaire qui sont en train d'être rediscutées. Alors est-ce que ça aboutira à quelque chose ou pas ? Je sais pas, mais on peut espérer que la Belgique, par exemple, qui produit 50% de son électricité avec du nucléaire, va préserver tout ou partie de ses réacteurs, au moins peut-être une partie. Pour l'Allemagne, peut-être aussi qu'ils pourront garder certains réacteurs. Peut-être aussi qu'on va profiter enfin de cette crise pour accélérer le déploiement des renouvelables, de l'efficacité énergétique, l'isolation des bâtiments, flexibiliser nos systèmes énergétiques, etc. Donc il y a du pour et du contre, mais en fait le problème c'est que on n'agissait pas avant pour le climat, on n'agit toujours pas maintenant pour le climat. En fait, on agit face à une contrainte énergétique. Et vu que c'est une contrainte sur le gaz et qu'il y a moins de contraintes sur le charbon, en fait, on va essayer de répondre à la contrainte énergétique par des moyens qui seront à la fois bons et mauvais pour le climat. Donc, je trouve c'est une conversation intéressante, liée la souveraineté énergétique avec la transition énergétique. La souveraineté énergétique pour l'Europe, pour un pays comme la France. Est-ce que dans quelle mesure on peut l'optimiser en sachant que ce sera jamais vraiment possible? Parce qu'à part faire des puits en France pour, je sais pas moi, du gaz de schiste, les réserves de gaz dans la mer du Nord s'épuisent, le charbon c'est incompatible avec la transition énergétique, le gaz, le gaz, je veux dire, de Russie est coupé. Ça doit être très compliqué d'être dans la tête des dirigeants de l'Union européenne. Comment peuvent-ils manier au mieux leur approvisionnement, les négociations avec les pays qui peuvent éventuellement fournir du GNL, du pétrole, pour être les plus dépendants possibles et pour ne plus être en fait à la merci d'un dictateur, quoi.
que ce soit Poutine ou un autre? La question des dépendances est vraiment très intéressante. On restera de toute façon dépendant d'un certain nombre de choses. On va pas commencer à vivre en autarcie. Mais la question de la souveraineté ou de l'autonomie stratégique, en fait, c'est ne pas avoir de dépendance géostratégique trop forte à un pays, c'est-à-dire typiquement parce qu'on a fait sur le gaz avec la Russie, où la Russie nous fournit 40% du gaz, et si du jour au lendemain elle décide de ne plus nous le fournir, on est en difficulté. Et aussi faire attention aux aspects économiques de nos dépendances. C'est-à-dire que sur le gaz, si le prix du gaz augmente, par exemple, le prix de l'électricité augmente rapidement. Donc, il y a des réflexions à avoir déjà sur la consommation énergétique. Moins on consommera d'énergie pour rendre certains services, plus on sera résilient. Typiquement, si on a équipé les gens avec des petits véhicules sobres, ils pourront davantage continuer à se déplacer, même si le prix des carburants augmente. Il faut développer les énergies bas carbone qui ne dépendent pas donc des combustibles fossiles, donc renouvelables, nucléaires, etc. Nucléaire, par exemple, on a 10 ans de stock, plus de 10 ans de stock stratégique d'uranium sur le territoire français. Si le prix de l'uranium augmente, ça augmente le prix du mégawattheure électrique de entre 3 et 5 euros, donc vraiment pas grand-chose. Contrairement au gaz, où si le prix du gaz double, le prix de l'électricité fait quasiment la même chose. Donc après, électrifier pour remplacer les combustibles fossiles va entraîner d'autres dépendances. Des dépendances aux technologies. Par exemple, autant sur l'éolien, on a réussi à pas trop mal se positionner en Europe. Par contre, sur le solaire photovoltaïque, l'essentiel de l'industrie est parti en Chine. Donc là, il va falloir réussir à développer cette industrie en Europe. Sur les batteries, sur un certain nombre de choses, il va falloir réussir aussi à développer ça en Europe. Donc il y a vraiment une question de souveraineté technologique. Avoir de la propriété intellectuelle et des chaînes industrielles qui vont de la fabrication des composants jusqu'à l'assemblage. Et aussi une autonomie sur les matières. Alors, on continuera toujours à importer des métaux, mais par contre, actuellement, on est extrêmement dépendant des métaux. Et le problème des métaux, c'est que l'extraction et surtout le raffinage sont encore plus concentrés dans les mains d'un petit nombre de pays que les combustibles fossiles. Et je pense surtout à la Chine, qui s'est positionnée sur le raffinage d'un certain nombre de métaux clés pour la transition énergétique. Donc, si on ne fait pas attention, en fait, on va créer, en essayant de se sortir des fossiles, une dépendance encore plus forte à la Chine qu'on avait vis-à-vis des pays qui nous fournissaient les hydrocarbures. Donc, pour répondre à ça, il y a 3 leviers. La sobriété. C'est-à-dire que si on fait des petits véhicules électriques, on consommera moins de métaux que si on fait des gros véhicules électriques, pour ne prendre qu'un exemple. Développer des filières de matières premières primaires sur notre territoire, c'est-à-dire extraction sur le territoire. Décarboner nos sociétés, ça implique d'ouvrir des mines. Et donc là, il faut que la population comprenne qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire les métaux sans avoir l'extraction des métaux. Il faut avoir des extractions sur le territoire européen. Et développer aussi les matières premières secondaires, c'est-à-dire la collecte et le recyclage, tout en ayant conscience du fait que tant que la demande restera très fortement croissante, par exemple de lithium pour les batteries des véhicules électriques, le recyclage ne pourrait être qu'une petite partie de l'approvisionnement. Typiquement, les batteries de véhicules électriques qu'on recycle aujourd'hui, ce sont celles qui ont été mises sur le marché il y a 10 ou 15 ans. Et donc, il y avait quasiment pas de véhicules il y a 10 ou 15 ans. Et celles qu'on recyclera dans 10 ou 15 ans, ce sont celles des véhicules électriques qui sont vendus aujourd'hui. Et on peut s'imaginer que dans 10 ou 15 ans, on en vendra beaucoup plus. Donc, les métaux qu'on va récupérer des batteries qu'on met aujourd'hui sur le marché ne suffiront pas du tout à couvrir les besoins pour faire les batteries des véhicules dans 10 ou 15 ans. Donc il y a vraiment ces 3 leviers, mais il ne faut pas sous-estimer, ce qui est quelque chose qu'on a beaucoup sous-estimé ces derniers temps, le besoin d'extraire des matières en Europe. Pas pour se couper complètement de toute importation de matière, on n'a pas tout en Europe et puis on aura quand même des besoins, mais par contre, s'il y a des tensions qui émergent demain, je ne sais pas, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Chili, le Pérou, je ne sais pas, au moins on aura quand même des productions de matière en Europe, des chaînes industrielles qui nous permettront de rééquilibrer le rapport de force. Oui, voilà, rééquilibrer le rapport de force et faire les actions qui sont essentielles pour faire tourner notre société. Oui, parce qu'on ferme déjà les yeux sur certaines choses que fait la Chine, mais ça ne pourrait s'aggraver de plus en plus avec le temps.
Et finalement, c'est un petit peu deux situations parallèles, en fait. Cette dépendance qu'on s'est autoconstruite avec la Russie, parce que j'ai retrouvé une citation de Jean Covici qui parlait d'il y a 10 ans déjà, que s'il y avait une tension sur le marché, les Russes ne seraient pas forcément très accommodants. 10 ans plus tard, qu'est-ce que l'Europe a fait? C'était de refaire un cordon ombilical entre l'Allemagne et la Russie, qui est le Nord Stream 2. Là, on sent qu'on pourrait avoir ce même problème, mais dans 20-30 ans avec la Chine. Et la Chine, c'est quand même un autre morceau que la Russie, hein, sans manquer de respect à la Russie. C'est peut-être le numéro 1. Donc voilà, donc on peut qu'espérer que ça se passe mieux la prochaine fois. Peut-être, juste pour rebondir sur un truc que tu as dit, ce qui est intéressant en fait, c'est la différence d'approche de l'indépendance énergétique que tu pouvais avoir, allez, on va dire jusqu'à la crise actuelle, entre deux pays voisins, que sont la Pologne et l'Allemagne. La Pologne, on en a parlé tout à l'heure, ils ont toujours été très très méfiants du fait de leur histoire, hein, vis-à-vis de la Russie, donc ils ne voulaient pas acheter de combustible russe pour ne pas créer cette dépendance, pour ne pas donner à la Russie un levier sur leur économie, leur politique, etc. L'Allemagne a une vision très différente. En fait, l'Allemagne a un bilan exportateur, c'est un pays exportateur net, et donc elle voyait ça plutôt sous un angle d'interdépendance, c'est-à-dire elle se rend dépendante de certains pays, mais ces pays sont aussi dépendants de ses exportations. Et donc, elle se disait que ça lui donnait un levier aussi pour... déjà, ça liait la Russie par des intérêts réciproques, et ça lui donnait aussi des moyens de pression là-dessus. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que derrière des euros peuvent se cacher des choses très différentes. Si l'Allemagne vend moins de voitures à la Russie peut acheter des voitures ailleurs. Par contre, si la Russie vend moins de gaz à l'Allemagne ne pourra pas acheter son gaz ailleurs. Et donc, même si on peut avoir un certain équilibre dans des flux financiers, derrière, les dépendances ne sont pas forcément les mêmes. Et donc ça a été une faiblesse de l'approche de l'Allemagne, qui voyait son indépendance énergétique par une interdépendance. Oui, en effet, c'est un point super intéressant. Maintenant, j'ai deux dernières questions, un petit peu plus peut-être prospectives, un peu peut-être on peut répondre avec un peu moins de rigueur et de l'imagination. Si l'embargo réussit et que si la Russie, je sais pas, fait des gazoducs entre chez elle et l'Inde et la Chine, est-ce que donc ils sont déjà un petit peu les gagnants de cette histoire, hein, sans avoir rien demandé, avec un pétrole à prix bardé comme tu as dit, mais est-ce que ça peut aussi éventuellement accélérer leur transition énergétique? C'est une bonne question. Alors il y a un projet de gazoduc entre la Chine et la Russie. Alors il y a déjà un gazoduc qui a vu le jour il y a quelques années qui s'appelle Force de Sibérie, qui permet de connecter les champs de Sibérie orientale à la Chine, donc ce qui permet à la Russie de vendre du gaz à la Chine, donc de réduire aussi sa dépendance à l'Europe. Alors les champs qui alimentent l'Europe ne peuvent alimenter que l'Europe, mais du coup ça lui a permis d'ouvrir des champs en Sibérie orientale pour alimenter la Chine, donc elle a aussi une entrée d'argent par là. Et là elle a un deuxième projet qui s'appelle Force de Sibérie 2, qui vise à connecter les champs de Sibérie occidentale qui servent l'Europe à la Chine, et ça permettrait de rerouter en gros un tiers du gaz qu'elle vend à l'Union européenne vers la Chine. À peu près 50, si je dis pas de bêtises, 50 milliards de mètres cubes par an. Bon, ce projet, pour l'instant, la Russie aimerait bien l'accélérer. La Chine ne l'accélère pas pour l'instant parce qu'elle ne veut pas elle ne veut pas passer pour le pays qui tirerait profit du conflit pour récupérer des ressources, mais c'est un projet qui reste malgré tout sur la table. En termes de transition... Juste sur ce rapport de force, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais en fait la Chine aussi doit faire un petit peu gaffe à ce qu'elle fait avec la Russie, parce qu'il y a quand même les États-Unis et puis tout le monde les regarde. Oui, la Chine a un rôle qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'elle est au Conseil de sécurité de l'ONU, dans pas mal d'instances, elle est souvent alignée avec la Russie, avec une position opposée aux États-Unis, mais sur ce sujet-là, elle peut quand même difficilement défendre l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Donc...
elle est un peu entre deux feux, sachant en plus qu'elle regarde aussi ce qui se passe parce qu'il y a une situation assez similaire qui la concerne directement avec Taïwan, où on s'attend à une invasion de Taïwan. C'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Et pour répondre à ta question initiale sur la capacité du gaz russe à accélérer la décarbonation de l'Inde et de la Chine, je pense que c'est une question très compliquée parce qu'il faudrait savoir, si tant est que la Russie commence à vendre davantage de gaz à la Chine, est-ce que ce gaz viendrait en substitution du charbon ou est-ce qu'il viendrait en plus de tout le reste ? Et ça, il est difficile de répondre à ça pour l'instant, surtout quand un pays en croissance comme la Chine, les énergies s'additionnent. Donc, oui, et puis en plus, côté indien, il y a encore beaucoup de marge pour le développement, donc ça pourrait juste booster le développement et pas du tout la transition énergétique. Tout à fait. Ce qui ne serait pas forcément évidemment une mauvaise chose dans l'absolu. Actuellement, même en Chine, en fait, l'énergie qui a le plus augmenté au niveau mondial entre 2000 et 2010, c'est le charbon, porté par l'essor de l'économie chinoise. La consommation de charbon stagne globalement depuis une dizaine d'années en Chine. Par contre, c'est le gaz qui a pris le relais. Donc, la consommation de gaz a littéralement explosé depuis 10 ans en Chine. La consommation de pétrole augmente aussi fortement. Donc, chaque année, en fait, la Chine consomme davantage de gaz que l'année d'avant, mais c'est pas pour décarboner son économie. Elle réduit pas sa consommation de charbon, c'est parce qu'elle fait plus de choses. Et enfin, dernière question. Est-ce qu'il y a un scénario où on se réconcilie avec les Russes ? Est-ce que c'est possible que tout revienne un petit peu comme avant ? Je suis pas expert en géopolitique, donc là je vais prendre beaucoup de pincettes. Oui, évidemment, il est possible tout peut se passer. Le conflit peut durer longtemps. Il peut y avoir un dénouement d'ici quelques mois. Tout peut être envisageable. Après, il y a des choses quand même sur lesquelles il sera difficile de revenir. Par exemple, la rupture de confiance sur les approvisionnements énergétiques vis-à-vis de l'Europe. Je pense que c'est quelque chose qui restera. Alors, il y a des pays qui ont une grosse dépendance à la Russie qui pourraient être tentés de se dire, bon, bah... voilà, on peut de nouveau importer de la Russie, mais il restera quand même cette crainte. La Russie nous a quasiment coupé le gaz. Elle l'a fait une fois. On va être de plus en plus dépendant d'elle. Elle peut toujours le refaire. Et donc, cette porte qui a été ouverte, à mon sens, ne pourra pas facilement être fermée si tant est qu'elle puisse l'être. Et je pense qu'il n'y a pas intérêt d'ailleurs à oublier ça. Il faut vraiment se rappeler de cette fragilité. Et même si la situation entre la Russie et l'Ukraine devait s'améliorer, continuer à réduire notre dépendance aux hydrocarbures russes en général et russes en particulier et hydrocarbures en général. Merci Maxence Cordiez. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je le dis un peu machinalement à force, mais c'est super important pour moi. Je compte beaucoup sur le bouche à oreille pour faire grandir ce podcast. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir de recevoir Valérie Masson-Delmotte pour parler des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont touché la France cet été. Dans une deuxième partie de l'interview, je lui poserai des questions sur sa manière d'aborder le climat avec le grand public. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.